On a le plaisir d'avoir François Charles et qui vient lui aussi de l'ENS et qui vient nous parler du titre qui est au tableau et je laisse la parole volontiers. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir d'être là. Je suis venu à ma première conférence ici quand j'étais très très jeune. C'est ici aussi que j'ai fait mon premier exposé, je me souviens, parce que j'ai commencé en disant quelque chose de complètement faux, donc je vais essayer d'apprendre de mes erreurs et de pas commencer par quelque chose de complètement faux au moins. Et donc je voudrais parler d'un objet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, qui est très classique. C'est donc des réseaux euclidiens et des mesures gaussiennes sur ces réseaux-là. Et je voudrais expliquer plusieurs choses. D'une part, il y a énormément donc la distribution gaussienne discrète que je décrirai bien sûr sur les réseaux euclidiens. C'est un objet très classique, c'est un objet qui est extrêmement utilisé en ce moment dans plusieurs domaines des sciences, que ce soit en mathématiques et j'en parlerai un petit peu, enfin je commencerai par parler de ça, en informatique théorique, dans des questions de cryptographie. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que les méthodes qu'utilisent les gens qui s'intéressent à de la théorie de la complexité et à de la cryptographie utilisent des propriétés très profondes de ces gaussiennes qui, en fait, se reflètent dans des problèmes qui moi, sont plus proches de mes préoccupations de théorie des nombres et de géométrie algébrique. Donc je voudrais un peu montrer comment les mêmes propriétés des gaussiennes apparaissent dans des contextes un peu différents, plus ou moins abstraits. Donc c'est un peu ça le sujet. Donc très bien. Donc comme Anne-Laure, j'ai fait des slides en anglais et je vais parler en français. J'espère que ça convient à peu près à tout le monde. Et donc l'objet qui m'intéresse dans cet exposé, c'est ce qu'on appelle un réseau euclidien. Donc un réseau euclidien, c'est une paire, il y a deux choses. Il y a d'abord E qui est un groupe abélien libre de type fini, c'est-à-dire en pratique un groupe abélien isomorphe à z puissance n pour un certain n, c'est le rang. Et il est muni d'une norme euclidienne que je note, comme d'habitude, comme ceci, par une double barre. Donc en pratique, cela arrive dans la nature pour plein de raisons. On peut aussi se donner un réseau euclidien comme ceci, concrètement, comme un ensemble de vecteurs dans un certain z puissance r, avec r grand. Ces vecteurs engendrent un réseau qui est ce qu'il est, et on met la norme euclidienne induite. Donc on peut vraiment penser à ce E bar comme un sous-réseau de z puissance r et calculer dessus. Et donc c'est des objets qu'on peut se donner vraiment très concrètement. Et donc, la géométrie des nombres, ce qu'on appelle la géométrie des nombres, alors c'est un terme qui date de Minkowski, donc peut-être de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc en tout cas, on parle de sujets très classiques, qui remontent même bien sûr avant Minkowski. Une façon de le dire, c'est qu'on veut étudier des invariants concrets d'un réseau comme ceci. Donc si je me donne un sous-réseau d'une certaine puissance de z, je peux vouloir étudier par exemple quel est le plus petit vecteur non nul. Je peux essayer de le trouver, je peux essayer de voir la distance d'un point du vectoriel réel associé au réseau à un point du réseau, des choses comme ceci, donc des invariants concrets, à des invariants numériques qu'on peut calculer. Donc par exemple, un invariant numérique qu'on peut calculer, si on se donne une base du réseau, on peut calculer le déterminant de cette base, ça c'est le covolume, c'est le volume d'un domaine fondamental, donc on peut calculer ces choses-là, ou des invariants un peu plus sophistiqués. Et donc on veut avoir une interaction entre des invariants qu'on peut calculer mais qui n'ont pas forcément une signification immédiate géométrique et des invariants qui nous intéressent. Voilà. Et donc, ces réseaux, ils apparaissent dans plein de domaines des mathématiques, ils apparaissent dans des mathématiques plus appliquées, donc en cryptographie, en cryptologie, dans des problèmes d'optimisation linéaire, mais ils apparaissent aussi, c'est par exemple l'origine du terme géométrie des nombres, dans des questions de théorie des nombres. Quand on étudie les extensions finies de Q, les corps de nombres, il y a un anneau d'entier dedans, par exemple Z crochet I, et ça donne un réseau ça donne un réseau, c'est multimétrique naturel lié à des normes, et étudier la géométrie de ces réseaux-là, c'est étudier des questions de théorie des nombres assez plus ou moins classiques, et ensuite, on peut mettre ça en commun avec des questions de géométrie algébrique, ça donne le sujet de ce qu'on appelle la géométrie arithmétique. Donc je reviendrai un peu là-dessus. Et donc les réseaux apparaissent
sous plusieurs formes, un peu dans tous ces domaines. Et justement, je voudrais expliquer un peu cette chose-là. Et donc, l'invariant qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la mesure discrète sur un réseau euclidien, la mesure gaussienne discrète associée à un réseau euclidien. Et je voudrais expliquer d'une part ce qu'on peut en faire en rang fini, et je voudrais expliquer une motivation qui correspond à un travail en cours avec Jean-Benoît Bost à Orsay, qui est de généraliser ces méthodes de géométrie des nombres sur un réseau euclidien à des objets qui ne sont pas de rang fini. C'est-à-dire, typiquement, ce n'est pas des objets très bizarres. J'ai envie de pouvoir étudier un réseau qui ne serait pas z puissance n, mais qui serait z crochet x, l'ensemble des polynômes à coefficient entier à une variable, ça c'est de rang infini. Et bien sûr, ça arrive de vouloir l'étudier dans la vraie vie, il y a des métriques naturelles dessus, et c'est ce genre d'objet que je voudrais pouvoir étudier. Donc j'expliquerai un peu ça. Voilà, alors donc les mesures gaussiennes. Donc l'idée c'est la suivante, on a un réseau donc, vous le voyez dans R puissance n, vous avez les points du réseau, c'est un objet discret. Et pour étudier la géométrie de ce réseau, une des façons de faire, c'est d'ajouter un peu de bruit autour de chaque point, de lissifier un peu ce réseau-là, et une façon de le faire, c'est d'ajouter autour de chaque point du réseau un petit bruit qui est gaussien. Et donc, ce qu'on regarde, c'est la chose suivante, c'est la mesure gaussienne, c'est la somme des masses de Dirac centrées en tous les points du réseau, et on met un poids gaussien, donc quelque chose qui décroît. Pardon, alors le phi, c'est un pi, donc on met un pi parce que pour des raisons de transformée de Fourier évidentes, excusez-moi. Et donc on met un poids gaussien qui décroît très vite, donc quand la norme du vecteur v croît, et on s'ajoute toujours un petit paramètre s que je vais discuter très vite. Donc ça, c'est la mesure gaussienne discrète, la somme de ces masses de Dirac. C'est une mesure finie, hein, bien sûr, la série associée converge, donc il y a une masse finie. On reverra très vite. Et donc, ce qui va m'intéresser, la façon de dire concrètement qu'on ajoute un certain bruit, c'est de regarder ces fonctions que j'appelle B indice S. Alors B, c'est parce que c'est un mathématicien qu'on va voir un peu plus tard, un mathématicien polonais qui s'appelle Banachik, qui a beaucoup étudié ces fonctions-là, notamment dans les années 90, j'en parlerai un petit peu. Et donc, on prend un point du vectoriel réel de ER, donc ça c'est R, si E c'est Z puissance n, ER c'est R puissance n, et je suis vraiment désolé pour ce phi, qui est pi, 3,14, excusez-moi. Et donc, on regarde la distance de x à tous les points du réseau et on met ce bruit gaussien-là. Et donc, cette fonction-là, si on fait un petit peu de calcul en utilisant que la transformée de Fourier de la gaussienne, c'est elle-même, la fonction bs, elle a la propriété suivante, que si je suis en dimension 1, elle va être un petit peu comme ceci. Donc, elle est toujours maximale. Donc ça, c'est pour E bar égale Z muni de la valeur absolue. Donc vous avez la gaussienne comme ceci. Elle va être maximale en les points du réseau. Et elle va être ici, on a une borne qui dépend de S. Donc j'ai toujours mon paramètre S. Et donc, voilà, ce n'est pas complètement trivial que cette fonction-là atteigne ces bornes-là. Mais vous voyez, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Première chose, quand S tend vers 0. Quand S tend vers 0, essentiellement, ce qu'il y a dans l'exponentielle est toujours, l'exponentielle va être toujours nulle, sauf quand x est vraiment en un point du réseau. Donc on va obtenir simplement la fonction caractéristique du réseau. Par contre, quand S est très très grand, maintenant les bruits gaussiens qu'on a ajoutés vont se recouvrir, on obtient une distribution qui va devenir uniforme. Okay, donc en faisant varier S, on interpole vraiment entre quelque chose de discret et la distribution uniforme, et justement c'est ce genre de phénomène qui va nous permettre de comprendre un peu la géométrie du réseau. Donc c'est pour ça qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit en français, le smoothing parameter, donc le paramètre qui permet de lisser la distribution gaussienne. Et justement, par exemple, la transition entre des phénomènes discrets et des phénomènes plus continus est très intéressante. On peut comprendre exactement pour quel S on passe d'un régime à l'autre. Et voilà. Et donc ces fonctions, ce que je voudrais expliquer, c'est que ces fonctions-là, qui sont assez faciles à définir, elles satisfont des propriétés vraiment non triviales, donc certaines qu'on peut voir donc en jouant avec la transformée de Fourier de la gaussienne, et il y a des identités plus mystérieuses qui sont satisfaites par ces fonctions BS et que je voudrais interpréter de manière géométriquement un peu plus tard. Très bien. Alors, donc, qu'est-ce que je vais raconter maintenant ? Je résume. Donc, je vais parler de deux contextes.
je vais parler de questions assez classiques sur les réseaux euclidiens et qui sont très étudiées actuellement. On peut avoir des questions de cryptographie, donc on dit post-quantique, donc je parlerai un petit peu de ça. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais expliquer pourquoi les méthodes sont très... Il y a un certain nombre d'interactions entre les méthodes de cryptographie et les méthodes qu'on utilise quand on fait de la géométrie arithmétique, qu'on étudie de la géométrie des nombres pour, par exemple, Z crochet. Et donc, comme je dis, le cœur technique de ces deux sujets, au moins pour cet exposé, c'est les propriétés de la distribution gaussienne et qu'on peut, ce que je voudrais dire à la fin, c'est qu'on peut les comprendre comme étant le reflet de certaines propriétés cohomologiques de Z, en fait. Très bien. Alors, quelques questions sur les réseaux. Quelles sont les premières questions sur les réseaux? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un réseau, même si la définition est très très simple, c'est difficile, un certain nombre de problèmes computationnels sont difficiles, ou au moins on pense qu'ils sont difficiles pour les réseaux, et ils sont difficiles au sens de la théorie de la complexité. Donc, premier exemple, donc on se donne un réseau par une base dans Z puissance R. Donc la base, elle est donnée à ce qu'elle est. On se demande, le problème c'est SVP, trouver le plus petit vecteur non nul du réseau, un plus petit vecteur, ou au moins sa longueur. Donc ça, c'est pas du tout évident comment faire a priori, mettons même une bonne approximation de cette longueur en temps polynomial en Laurent. Une autre variante, c'est j'ai mon réseau, je prends le vectoriel réel, je prends un point qui n'est pas dans le réseau, je voudrais trouver le point du réseau qui est le plus proche. Et ça apparaît, c'est des problèmes de codage et de décodage. Donc on a une information qui est peut-être codée par un point du réseau, on a un signal qui a du bruit, on trouve un réel, on veut récupérer un point du réseau. OK ? Et ça, c'est des problèmes qui mathématiquement sont bien sûr ont une formulation très naturelle. Et donc ces deux problèmes-là, et leurs variantes, bien sûr, il y a beaucoup de variantes, vous pouvez essayer de prendre des variantes approximatives de ces problèmes, etc. Ils sont difficiles. Première chose, ils sont NP difficiles. Si vous avez un ordinateur naturel, on sait que ça, c'est NP difficile. Donc c'est vraiment des problèmes difficiles à résoudre pour un ordinateur normal. Et en fait, on pense, une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens s'intéressent à ça aujourd'hui, c'est qu'on pense que même des algorithmes quantiques ne peuvent pas répondre à ces problèmes-là. Ce qui n'est pas le cas de problèmes NP difficiles, ou supposés NP difficiles, liés par exemple à la factorisation des nombres entiers. Ça, c'est cassé par un ordinateur quantique, et ça, on ne sait pas prouver que c'est difficile pour un ordinateur quantique, mais on espère. Donc il y a un espoir d'avoir, notamment comme la cryptographie quantique est cassée par un ordinateur quantique, on a un espoir de faire des protocoles difficiles, même à l'avenir. C'est pour ça qu'on parle de cryptographie post-quantique. Et donc l'analyse de la difficulté de ces problèmes, de comprendre ce qu'on peut en dire, c'est quelque chose qui a des applications pratiques importantes et qui motive donc un certain nombre de travaux que je vais décrire maintenant. Alors, dans le même état d'esprit, une autre chose qui rend les réseaux très, très intéressants pour la théorie, pour l'informatique théorique, c'est aussi que, vous voyez, quand vous avez des problèmes de complexité difficile, il y a une différence, bien sûr, entre le fait que le problème soit difficile en moyenne et que le problème soit difficile dans le plus dur des cas. Et en fait, c'est un autre phénomène important qui a été découvert par Aitai en 1996, que les problèmes les pires se réduisent aux problèmes moyens. Donc il n'y a pas vraiment de différence de complexité entre un problème au hasard sur un réseau et un problème difficile. Ça, évidemment, c'est très satisfaisant pour construire des systèmes. Donc voilà. Donc c'est pour je résume à la fin. C'est pour ça, pour ces raisons-là, que la géométrie des nombres, aujourd'hui, c'est un sujet qui a beaucoup de progrès, qui viennent un peu de gens qui sont vraiment à la frontière entre les mathématiques et l'informatique. Alors la première chose que je voudrais expliquer, pourquoi la gaussienne intervient, c'est l'application de ce qu'on appelle l'échantillonnage gaussien au problème qu'on appelle SVP, qui est le problème de trouver le plus petit vecteur d'un réseau. Donc ça, c'est des résultats que je voudrais décrire, donc de Agarwal, Dadouche, Shregev, Stefan Savidovitz en 2014-2017, il y a 2 versions. Et donc, bien sûr, si on savait, enfin bien sûr je ne sais pas, mais si on savait résoudre SVP en rang n pour un réseau de rang n en temps polynomial en n, la cryptographie post-quantique avec les réseaux n'existerait pas. Et là, ce que ces gens-là font, c'est de donner un algorithme randomisé pour les réseaux de rang n en temps exponentiel en n, en temps 2 puissance n. Donc c'est les meilleurs algorithmes connus à ce moment-là. Et en fait, je trouve ça assez fascinant. L'idée est très très simple. L'idée est la suivante. Donc on se donne notre réseau.
un certain nombre de vecteurs dans R puissance n, avec la norme induite, et on se demande où est un plus petit vecteur. Est-ce qu'on peut dire quelle est sa norme? Et donc l'idée qu'on va avoir, elle est très simple, et de dire on va essayer de tirer des vecteurs au hasard, et puis à un moment, on va peut-être bien tomber sur un court vecteur. Et alors pour faire ça, il faut les tirer au hasard suivant une mesure, on va prendre la mesure gaussienne, puisque la mesure gaussienne a tendance à décroître assez vite à l'infini. Si on arrive à tirer au hasard suivant une gaussienne, on va tomber en moyenne, alors on va tomber beaucoup de fois sur 0, mais quand on ne tombera pas sur 0, on tombera sur un petit vecteur. Donc ça qu'on veut faire. Et le point, c'est que trouver un vecteur petit dans un réseau donné par une base, c'est difficile donc, comme problème. Il n'y a pas du tout évident. Quand vous êtes en rang 2, vous avez peut-être, on voit parfois, on montre aux étudiants qu'on peut réduire les réseaux de rang 2, trouver des bases qui sont adaptées avec des petits vecteurs, mais dès que le rang augmente, la complexité de ce genre de problème explose complètement. Donc c'est très difficile. Mais par contre, il se trouve que quand vous regardez la distribution gaussienne avec un grand paramètre S, c'est-à-dire qu'elle commence à ressembler beaucoup à la distribution uniforme, là, et c'est pas trivial, c'est des résultats en l'occurrence de 2008, mais c'est pas non plus inconcevablement difficile de tirer au hasard le long de la gaussienne. On prend une base et puis les propriétés formelles de la gaussienne par somme directe font que c'est pas difficile de tirer des vecteurs au hasard suivant une gaussienne de paramètres très larges quand on est dans le régime qui ressemble à la distribution uniforme. Donc ça, c'est un fait. Et donc ça, on peut le faire. Le problème, c'est qu'évidemment, on n'a rien sans rien, parce que si on tire sur une gaussienne avec un paramètre très large, on donne quand même du poids à des grands vecteurs. Donc ça ne marche pas très très bien. Et la deuxième étape, donc ça, je ne vais pas décrire cette étape-là, mais en fait, ce que font donc Agarwal, Dadouche, Regev et Steven Davidovits, c'est justement de faire des méthodes de crible pour réduire le paramètre S de la gaussienne et se rapprocher de plus en plus de la distribution discrète. Et c'est ça qui demande un temps exponentiel. Si on veut tirer le long de la distribution gaussienne avec un grand S, ça c'est polynomial en n. Si on veut améliorer pour avoir vraiment des petits vecteurs, là on perd. Mais le point, donc je vais pas, c'est un très bel article, et le point c'est que l'analyse de cet algorithme repose vraiment pour montrer qu'on obtient ce qu'on veut, pour montrer qu'en tirant suffisamment de vecteurs, on va vraiment s'approcher d'un plus petit vecteur. Ça utilise de manière assez fine des propriétés presque algébriques des fonctions B indice S que j'ai décrites tout à l'heure. Donc ça, c'est une première application des gaussiennes, donc un problème assez concret. Une deuxième chose que je voudrais raconter, c'est la suivante. Oui, pardon, j'ai une dernière phrase qui résume. La chose que je voudrais raconter, qui est un peu plus ancienne, donc je ne suis pas tout à fait l'ordre chronologique, c'est la suivante, c'est ce qu'on appelle les inégalités de transférence. Une autre utilisation des gaussiennes, disons à la frontière des mathématiques et de l'informatique, qui s'intéresse donc à des invariants d'un réseau comme ceci, comme les lambda-i, c'est ce qu'on appelle les minima successifs. Donc les minima successifs, lambda 1, c'est la quantité dont on a déjà parlé, c'est la longueur d'un plus petit vecteur. Et puis ensuite, on peut réfléchir, une fois qu'on a un plus petit vecteur, on peut penser quelle longueur de vecteur je dois admettre pour avoir un sous-réseau de rang 2. Donc c'est ce qu'on appelle lambda 2, et ainsi de suite, ça nous donne les lambda i. Donc la taille minimum de i vecteurs linéairement indépendants dans le réseau. C'est des invariants qui ont été, encore une fois, regardés. Minkowski a des théorèmes sur la taille de ces invariants en termes du covolume, par exemple. Donc, on s'intéresse à ça. Et le point des inégalités de transférence, mathématiquement, c'est de relier des invariants du réseau E bar à des invariants de son dual. Donc, si on est un peu optimiste, on se dit, j'ai une espèce de dualité qui est, bon, si E bar a beaucoup de petits vecteurs, si mon réseau a beaucoup de petits vecteurs, le dual, qui est l'ensemble des formes linéaires avec la métrique norme, il va avoir plutôt que des grands vecteurs. Il ne va pas y avoir de petits vecteurs non plus, puisque une fonction linéaire évaluée sur un point du réseau doit valoir 1. Donc il y a un produit de norme qui est toujours plus grand que 1. Okay ? Donc maintenant, si on s'intéresse aux invariants d'un réseau et de son réseau dual, ça pose la question d'un lien comme ceci. Alors il y avait beaucoup de choses, il y a des choses d'inégalité qui relient les invariants d'un réseau et son dual, donc certaines qui viennent de Minkowski, certaines qui ont été faites dans les années 60, et les meilleures, c'est celles qui sont dues à Banachik, qui utilisent donc vraiment les fonctions B indice S que j'ai mentionnées tout à l'heure, il y a toute une série d'inégalités, il y a des choses un peu plus précises, mais je donne cette chose-là, c'est ce qu'on appelle une inégalité de transférence, donc ça c'est vraiment un terme classique
qui est traduit de l'allemand et qui vient de la géométrie des nombres assez ancienne, je ne veux pas spécialement justifier ce terme-là, qui est, voilà, si E, donc vous avez lambda, vous pouvez relier lambda 1 de bar, donc la longueur d'un plus petit vecteur non nul, à lambda n du dual. Alors lambda n, on est en rang n, donc c'est le plus petit rayon que je dois prendre pour engendrer l'espace vectoriel. Pour avoir n vecteurs linéairement indépendants en rang n. OK ? Et donc vous avez cette inégalité-là. Alors il y en a une qui est triviale, il y a deux inégalités ici. Il y a le fait que le produit vaut au moins 1, mais ça je vous ai essentiellement dit, c'est le fait qu'une forme linéaire en un point du réseau prend des valeurs entières, donc ça vous contrôle sa norme assez vite. Et l'inégalité donc non triviale, c'est la borne par n. C'est que ce produit est plus petit que n. Autrement dit, si lambda 1 est très très grand, lambda n peut pas être, va avoir tendance à être petit. Voilà. Donc ça, c'est une très belle preuve. Et je vais peut-être dire un petit mot sur les mathématiques derrière ça. Et ça, c'est très utilisé quand on étudie donc la complexité de problèmes sur les réseaux. C'est aussi très utilisé en mathématiques pures. Et je vais vous donner un exemple. Le point est le suivant. Je vous donne un réseau et je vous dis, OK, ce réseau, vous ne savez pas, mais moi, je vous dis que lambda 1, le premier minimum, il est plus petit que 10. Ça, je peux vous convaincre de ça facilement. Il suffit que je vous donne un vecteur. Vérifier qu'un vecteur donné dans le réseau, ça c'est facile, c'est du pivot de Gauss essentiellement. Et puis vous vérifiez que la longueur est plus petite que 10. C'est facile de vous convaincre. Par contre, si je vous dis, ah mais attention, ce réseau, je vous le donne, mais en fait, vous savez, lambda 1 est plus grand que 10. Ben ça, c'est pas évident du tout. Comment vous convaincre de ça? Quel certificat je peux vous donner qui prouve qu'il n'y a pas de petit vecteur? Et ces inégalités-là sont exactement ce qu'il faut, puisque si je vous prouve qu'il n'y a pas de petit vecteur, dire qu'il n'y a pas de petit vecteur, c'est dire que lambda 1 est grand, et ça va imposer à lambda n d'être petit. Donc je peux vous prouver qu'il n'y a pas de petit vecteur, simplement en vous donnant, je sais que s'il n'y a pas de petit vecteur, je pourrais toujours vous donner une base du réseau dual, une famille libre à n éléments du réseau dual, qui est constituée de petits vecteurs. Donc bien sûr, il y a un facteur n ici qui est là, mais ça permet exactement de faire ces choses-là. Donc ça vous dit techniquement, en termes de théorie de la complexité, que le problème de décision associé à SVP, avec un facteur d'approximation n, il est dans la classe qu'on appelle co-NP. C'est ça la définition. J'ai écrit ici. Si lambda 1 est plus grand qu'un certain n fois r, je peux trouver n vecteurs indépendants de taille plus petite que r dans le réseau dual. Donc ça, c'est une application assez concrète de ce genre d'inégalité. Et voilà. Et ça, c'est le point. Et le point de Banachik, c'est vraiment de regarder quelque chose comme la distribution gaussienne et c'est des estimés du terme de queue dans la distribution gaussienne. Donc je peux peut-être dire une toute petite chose que je vais écrire à gauche. Je voudrais quand même expliquer un tout petit peu des mathématiques derrière. C'est la chose suivante. Donc Banachik, et je peux quand même mettre un petit calcul plus précis, il fait la chose suivante. Donc, quand vous essayez de démontrer une inégalité comme ceci, il y a plusieurs étapes. Une des étapes, donc étape principale en fait, c'est la chose suivante. C'est borner ce qu'on appelle, alors ici je vous ai mis un lambda n parce que je voulais faire peut-être l'inégalité la plus élémentaire, mais on s'intéresse plutôt à ρ de bar, ce qu'on appelle le covering radius, rayon de recouvrement. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le max pour tous les x dans le vectoriel réel de la distance de x au réseau. Ok, vous avez votre réseau comme ceci. Vous avez un point x ici, vous vous intéressez à la distance de x au réseau, et donc vous prenez la plus grande distance possible, c'est ce qu'on appelle le rayon de recouvrement. En fait, c'est un invariant très proche du dernier minimum, du dernier des minima successifs. Vous vous intéressez à ce genre de choses. Et l'idée, c'est que ce terme-là apparaît dans la gaussienne. Je vais l'écrire ici, je peux remonter un tout peu. Donc, lien avec
mettons la fonction de Banachik B1, je vais pas mettre de paramètres ici, c'est que vous regardez la somme des e puissance moins pi norme de x moins v au carré, comme ceci, pour un x avec d de x à e égale ρ. Et vous avez cette somme-là sur tous les v. Et ça va exactement, ça fait intervenir ρ, simplement parce que tous ces termes-là sont plus grands que ρ carré. Et ce que Banachik a comme méthode, je ne vais pas faire plus de calculs ici, c'est de l'appliquer comme ceci, c'est de dire, cette somme-là, c'est e puissance moins pi t norme de x moins v au carré, plus 1 moins t, vous scindez cette somme en deux. Ce terme-là, il y a un t rho carré qui sort. Et du coup, vous obtenez une autre fonction de Banachik ici, vous obtenez la même. Vous sortez ce terme en rho carré, et ce qui va vous rester ici, c'est e puissance moins pi 1 moins t, norme de x moins v au carré, vous obtenez une autre fonction de Banachik pour un autre paramètre. Et donc l'algèbre et les relations entre les différentes fonctions BS que je n'ai pas décrites vont vous permettre d'obtenir des liens entre ce terme rho carré et les gaussiennes. Et c'est ça au cœur des mathématiques qui sont là. Il faut travailler un petit peu, mais c'est le point, disons, entre de la géométrie des nombres telle que je le disais au tout début. Vous avez des fonctions comme les gaussiennes qui sont très faciles à manier, qui ont beaucoup de propriétés structurelles, qui sont en lien avec des invariants qui nous intéressent. Et mon tableau tombe, mais je pense que c'est bon. Voilà, très bien. Donc ça, c'est les inégalités de transférence. Alors, maintenant, j'en viens un peu, donc là j'ai expliqué, c'était un peu la partie entre guillemets classique, même si c'est des résultats très récents, de mon exposé, où je parle de vrais réseaux euclidiens. Et comme je vous disais, à un moment, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler par exemple en rang infini, de pouvoir dire des choses. Et vous voyez, il y a tout de suite une obstruction qui se voit dans l'inégalité ici, c'est qu'il y a n qui apparaît, il y a le rang qui apparaît. Alors, peut-être pour lambda n, c'est pas très grave, parce que vous pouvez comprendre, lambda n, je peux le définir même sans le rang, c'est une boule qui engendre le vectoriel réel, ça n'est pas de problème, ça marche en rang infini. Mais par contre, l'inégalité, elle est triviale en rang infini telle qu'écrite. Donc il va falloir comprendre quelque chose là-dessus. Et un des points que je mentionnerai tout à l'heure, c'est justement que les inégalités classiques de géométrie des nombres, en fait, quelque part, peuvent être formulées de manière indépendante du rang. Alors très bien, donc maintenant je vais passer à une deuxième partie, un peu disjointe. C'est la géométrie arithmétique. Alors, j'arrête de parler de réseau pendant une minute. La géométrie arithmétique, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des systèmes d'équations polynomiales à coefficient dans Z. Donc c'est quelque chose qui est à la frontière de la géométrie, puisqu'on a des systèmes d'équations polynomiales. On peut regarder, par exemple, le lieu complexe des zéros, étudier la topologie, la géométrie de cet objet-là. Et bien sûr, il y a tout un côté de théorie des nombres, puisque comprendre les points entiers sur ces objets-là, c'est résoudre des systèmes d'équations diophantiennes. Et donc, le but qui est formulé ici de manière un petit peu naïve, mais c'est d'arriver à utiliser ce qu'on connaît de la géométrie de mon système d'équations polynomiales pour dire des choses sur la théorie des nombres. Donc, et même le but est un peu plus précis que ça. C'est certes d'importer des méthodes géométriques et topologiques pour étudier la théorie des nombres, mais c'est aussi un peu mieux d'arriver à faire de la théorie des nombres de manière analogue à ce qu'on fait comme géométrie. C'est-à-dire, je ne veux pas seulement regarder le lieu complexe et dire ok, je connais la topologie, la cohomologie, des métriques, que sais-je, et essayer d'en déduire quelque chose, c'est de dire en fait, finalement, mon système d'équations polynomiales, je peux le penser globalement comme un objet géométrique peut-être un peu compliqué et faire une partie de géométrie sur Z. Et cette partie de géométrie sur Z, en fait, c'est la géométrie des nombres qui va intervenir. Et donc, c'est ça un petit peu l'idée qu'on a. Alors, géométriquement, l'idée qu'il faut avoir, c'est la suivante. Vous avez, alors j'ai pas dit, c'est un système d'équations, j'ai pas dit dans quoi. Vous pouvez vraiment penser dans l'espace affine de dimension n, donc dans C puissance n, vous regardez le lieu des zéros d'un système d'équations polynomiales coefficient dans Z. Si vous préférez, vous pouvez être dans un espace projectif. Mais en fait, ici, vraiment, le cas affine me va très bien. Et donc, vous avez des équations dans Z crochet x1, xn. Vous coupez, vous obtenez un x, quel que soit le type mathématique de cet objet.
vous voulez y penser de la manière suivante, vous voulez y penser comme une fibration sur une courbe, et cette courbe, c'est ce qu'on appelle spec Z. Alors, qu'est-ce que c'est spec Z? C'est un espace topologique, je ne vais pas mentionner la topologie ici, si vous la connaissez très bien, sinon c'est pas grave. Les points de spec Z, en tout cas, c'est les idéaux de premier de Z, donc il y en a deux de type, il y a 0, l'idéal premier 0, et les nombres premiers P. Et donc, cette fibration-là, on y pense de la manière suivante, les fibres de pi, au-dessus d'un nombre premier P, c'est la réduction de x modulo P. Si j'ai un système d'équations polynomiales à coefficient dans Z, je peux réduire ce système modulo P, ça me donne un système d'équations polynomiales à coefficient dans Z sur PZ. Et il se trouve, alors ça c'est vraiment le point de tout un formalisme algébrique et géométrique qui a commencé, qui a duré une grande partie du XXe siècle, qui est d'ailleurs sans doute pas du tout fini, d'arriver à donner un sens très géométrique à ce genre d'objet. Donc je ne vais pas plus préciser que ça, je ne vais pas parler de schéma en détail, mais il faut avoir, au moins ce que je voudrais vous faire passer, c'est qu'il y a cette idée-là, quand vous faites de la géométrie diophantienne, vous êtes toujours en train de faire de la géométrie dans une situation fibrée sur une courbe. Spec Z, vous l'y pensez comme une courbe. Pour les points, voilà, c'est le nombre premier. Très bien. Bon, donc ça c'est, croyez-moi, c'est vrai, ça marche très bien, ça a été développé donc, notamment par Grothendieck évidemment, mais par toute son école et par d'autres gens dans d'autres pays. Et donc, je dis spec Z, c'est une courbe. Alors, c'est une courbe au sens algébrique. Donc, quand je pense, moi je suis géomètre algébriste, quand je pense à une courbe, c'est une courbe complexe. Donc, c'est ce qu'on appelle une surface de Riemann. Et spec Z, vous voulez y penser comme une surface de Riemann, mais pas compacte. Parce que simplement, les fonctions sur spec Z, c'est les entiers. Et donc, il y a beaucoup de fonctions. Alors, sur une surface de Riemann compacte, il n'y a pas beaucoup de fonctions, normalement. Le principe du maximum. Et donc, vous voulez compactifier spec Z. Et ça aussi, c'est très balisé depuis vraiment les débuts de la théorie des nombres modernes. C'est qu'il manque, quand vous regardez tous les nombres premiers, il vous manque une information, c'est l'information qu'on appelle archimédienne, c'est la place à l'infini. À un nombre premier, par exemple, vous associez une valuation qu'on appelle p-adique, c'est-à-dire la plus grande, si vous avez un entier, vous pouvez regarder la plus grande puissance de p qui divise cet entier, ça vous donne une notion de la taille, pour cet entier-là, associé à p, et puis bien sûr, il y a une notion de taille usuelle, qui est la valeur absolue. Et donc vous voulez toujours ajouter ce qu'on appelle le point à l'infini, la place à l'infini. Donc très bien, bon ça on sait que c'est nécessaire aussi. Et donc on obtient ça. Et alors, pardon, oui. Géométriquement, quand j'ai mon x, c'est pas tout à fait évident de se dire ce que ça veut dire ajouter la place à l'infini. Je dis sur spec Z, ok, ça veut dire que je vais regarder des entiers, je vais regarder leur comportement modulo P pour tout P, la propriété divisée par P, et puis je vais aussi regarder leur valeur absolue. Très bien. Sur un objet x défini par des équations, c'est pas tout à fait évident quelle donnée analytique j'ai besoin de rajouter. Donc il y a plusieurs façons de faire. Je donnerai à la fin un exemple de théorème qu'on arrive à obtenir. Mais on va ajouter typiquement, si vous considérez un fibré en droite, vous allez considérer un fibré en droite avec une métrique. C'est ça qui va apparaître, c'est les fibres en droite munies de métrique hermitienne. C'est ce genre d'objet qui apparaît sur un X un peu tout nu, c'est peut-être moins complètement évident. Mais c'est ce genre de choses. Et donc l'exemple, si je prends l'exemple des fibres en droite, c'est pour dire la chose suivante. Qu'est-ce que c'est les réseaux euclidiens dans cette analogie? J'ai un réseau euclidien, c'est un Z module. Le groupe abélien, sous-jacent, c'est un Z module libre de type fini. Et la donnée de la métrique, c'est exactement étendre cette donnée-là à l'infini. Donc c'est considérer un fibré vectoriel sur cet objet-là. Encore une fois, c'est une analogie. Je ne suis pas en train de faire des définitions vraiment précises. Mais le point, c'est que derrière, dans l'idée qu'on a, c'est que la théorie des réseaux euclidiens doit être l'analogue de la théorie des fibrés vectoriels holomorphes sur une surface de Riemann compacte. Il y a une analogie très forte là-dessus. Donc ça, encore une fois, ce n'est pas du tout une analogie nouvelle. Ça a été exploité d'abord par des gens comme Dedekind, comme Ecke, quand ils prouvent des choses autour des équations fonctionnelles pour les fonctions de zeta. C'est quelque chose qui a aussi été beaucoup utilisé dans les années 80 et 90 quand on a développé ce qu'on appelle la géométrie d'Arakelov. Mais c'est ça l'idée qu'on a. Très bien. Et donc maintenant, pensons un peu géométriquement. On a notre x fibré sur une courbe. On veut étudier la géométrie de x un peu globalement. Alors, si on faisait de la topologie algébrique et qu'on étudie la topologie d'un espace, on veut chercher ces groupes de cohomologie, par exemple, de cohomologie singulière ou d'homologie singulière. La façon de le faire, qui apparaît, c'est de penser que x, c'est un objet qui vit au-dessus du point. Il y a un morphisme naturel, une application continue naturelle d'un espace topologique vers le point.
tout simplement. Et pour obtenir des invariants topologiques naturels de x, on prend un objet sur x, par exemple ce qu'on appelle le faisceau des fonctions, et on le pousse en avant par l'application structurelle vers le point. Et sur le point, les fibrés vectoriels sur le point, c'est juste des espaces vectoriels. Ces espaces vectoriels-là, c'est notre brave groupe d'homologie singulière ou de cohomologie. Donc il y a cette méthode-là. Les points, l'idée étant que les espaces topologiques vivent ont naturellement une flèche vers le point. Et ici, ce n'est pas notre cas. Vous voyez, j'ai x vers spec z j'y pense comme une courbe, mais j'ai rien en dessous. Spec z ne s'envoie pas, c'est une courbe qui ne vit pas au-dessus d'un objet qui aura un seul point. Ça, c'est un vrai problème. Et ça fait que nos méthodes, techniquement, c'est difficile d'expliquer, je ne veux pas expliquer le détail technique de l'algèbre homologique ici, mais ça fait que étudier la topologie de x n'est pas quelque chose qui permet d'être analysé par des méthodes un peu standards de topologie algébrique. Et c'est normal, puisque je suis en train de faire un mélange de topologie et d'arithmétique. Il faut bien qu'à un moment, ce ne soit pas complètement évident. Et donc, comment on étudie la géométrie de x? On va dire, OK, j'ai des objets sur x, je les envoie tous vers spec z. Ça veut dire que j'étudie la géométrie relative de pi, j'étudie les fibres de mon morphisme. Bon, ça, je sais faire. Des variétés sur les corps finis, on sait quand même beaucoup de choses. J'ai en plus une donnée analytique et j'obtiens des objets sur spec z, et ces objets-là, ça va être l'analogue de fibrés vectoriels, et puis je vais essayer la non-trivialité de ces fibrés vectoriels sur spec z, avec leurs données euclidiennes, va correspondre à des informations sur x. C'est ça qui capture une partie de la topologie de x. Le seul problème, c'est que quand je fais ça, j'obtiens pas seulement des fibrés vectoriels, mais j'obtiens des choses de rang infini, a priori des choses beaucoup plus grosses. Par exemple, si x est l'espace affine de dimension 1, si je regarde les fonctions sur x, j'ai envie d'y penser, c'est comme un espèce de fibré vectoriel sur spec z, mais c'est z crochet x, et ça, c'est de rang infini, parce que l'espace des fonctions sur une variété affine a tendance à être de dimension infinie. Très bien. Et donc, comment faire pour essayer d'avoir cette intuition-là, de pouvoir travailler sur z crochet x, avec des métriques euclidiennes, par exemple, qui viendraient, donc je n'ai pas précisé, mais qui viendraient de la géométrie. Là, je me suis donné un peu de structure supplémentaire. Donc, c'est ça le problème que je voudrais décrire dans les 10 minutes qui me restent. Alors, je reviens sur les réseaux euclidiens. Donc, je reviens un peu en rang fini. Donc, je regarde. La première chose que je vais faire, c'est donner une notation qui est suggestive au moins pour les géomètres algébristes. C'est la masse totale de la distribution gaussienne. Donc ici, il n'y a plus le paramètre, mais bien sûr, en pratique, on joue toujours avec un paramètre, avec un scaling. Et c'est ce qu'on appelle, donc je note H0θ de E bar, c'est le log de la masse totale. Alors ça, c'est bien. Vous voyez, la masse totale, il y a quand même le vecteur, elle est plus grande que 1, puisqu'il y a le vecteur nul, donc c'est 1 plus quelque chose. Donc ça, c'est un nombre réel positif. Super, c'est même 0 si et seulement si le réseau est nul. Et ça, on a envie d'y penser comme une dimension, comme l'analogue de la chose suivante. Vous avez un fibré vectoriel holomorphe sur une surface de Riemann compacte. C'est un théorème qui n'a qu'un nombre fini, que l'espace des sections globales est de dimension finie, et c'est l'analogue de cette dimension. Et c'est pour ça qu'il y a un log, parce qu'il faut penser à la chose suivante. Si vous avez un espace vectoriel sur un corps fini, il est de dimension finie, il a un nombre fini d'éléments, et la dimension, c'est essentiellement le log du nombre d'éléments. Il y a un log P qui traîne en plus, mais ça, on ne va pas le mettre. Donc ça on a envie d'y penser comme une dimension, mais le point clé, c'est que ce n'est pas tout à fait une dimension, puisque c'est un nombre réel. Donc il va se passer des choses un peu différentes. Et ce que je veux vous dire, c'est que les inégalités sur les gaussiennes qui sont utilisées par des gens comme Regev et ses collaborateurs ou Banachik sont en fait des manifestations du fait que H0θ se comporte comme une dimension et satisfait des inégalités complètement triviales si c'était des vraies dimensions de vrai espace. Alors, bien sûr, tout ça, ça veut dire qu'on fait un jeu où on essaie de faire de la topologie algébrique sur X sans avoir d'espace vectoriel. On a l'homologie singulière, on n'a pas l'homologie singulière, on n'a pas le groupe, mais on a le rang. Et est-ce qu'on peut faire des choses sans jamais avoir accès aux objets, mais en ayant seulement des dimensions et des inégalités de dimensions? Donc ça, c'est un nombre réel. Et une deuxième chose, je le mentionne, ça n'apparaîtra pas directement ici, mais c'est une source de phénomène en théorie des nombres très naturelle, c'est que la dimension donc, est un nombre réel. Et il y a une propriété qu'on utilise toujours dans les dimensions quand on fait des espaces vectoriels, c'est que les dimensions sont des nombres entiers. En particulier, une suite décroissante d'espaces vectoriels, inclus les uns dans les autres, elle va être stationnaire, parce que les dimensions décroissent.
c'est des nombres entiers, elles vont bien s'arrêter quelque part. Or, comme vous savez tous, il y a des suites de nombres réels qui sont tout à fait décroissantes et qui ne sont pas du tout stationnaires. Donc c'est des choses qui vont apparaître naturellement dès qu'on manipule ces objets, donc sur lesquels il faut faire attention. On a des séries convergentes d'espaces vectoriels, ce qui n'est pas, en fait, bien sûr, c'est pas très surprenant dès qu'on fait des espaces vectoriels de dimension infinie, par exemple en analyse fonctionnelle, ça apparaît tout le temps. Et donc je vous ai dit, on est sur une courbe maintenant, donc j'ai un H0, mais j'ai aussi de la cohomologie. Donc j'ai un H1 que je définis, je force, j'ai pas de théorie cohomologique magique, c'est le H0 du dual. Et je force en fait une théorie de dualité, alors c'est pas la dualité de Poincaré ici, c'est une version holomorphe, c'est ce qu'on appellera la dualité de Serre pour les fonctions holomorphes. Et je ne l'ai pas écrit ici, mais le point, c'est que si vous avez la formule de Poisson vous donne une relation entre H0 et H1, vous avez la relation entre l'exponentielle et sa transformée de Fourier qui est elle-même. Et ça, c'est la formule de Poisson vous donne exactement la différence entre H0 et H1, c'est moins log du covolume de E. Donc ça, c'est aussi ce qu'on appelle le théorème du Riemann-Roch, si on était sur une surface de Riemann. Et donc, on a envie de penser que H1, il mesure une obstruction cohomologique. Donc, vous voyez, juste pour comprendre, H0 va être grand quand il y a beaucoup de petits vecteurs dans E. Donc, H1 va être grand quand il y a beaucoup de petites formes linéaires. Donc, les vecteurs qui sont un peu mauvais, c'est où il y a beaucoup de formes linéaires, de petites normes. Et ça correspond plutôt au fait que H0 a des grands vecteurs, mais ça, c'est pas tout à fait évident de comprendre le lien entre les deux. Très bien. Et donc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, les propriétés formelles des fonctions B que j'ai décrites tout à l'heure, en fait, elles peuvent se comprendre comme le fait que H0 et H1 se comportent comme des dimensions. Donc, par exemple, quand vous faites un peu de cohomologie, vous avez des suites exactes longues d'espaces vectoriels, ça vous donne des inégalités entre les dimensions de H0, de H1, quand il y a un morphisme avec un noyau, une image, etc. Vous écrivez ces inégalités-là, ça vous donne des inégalités sur les gaussiennes qui ne sont pas tout à fait triviales. Maintenant, si vous pensez un peu que H0 et H1 doivent être des dimensions d'espace vectoriel qui se comportent bien par rapport au morphisme de réseaux euclidiens, vous obtenez encore plein d'inégalités sur les gaussiennes et qui sont vraiment non triviales. Donc nous, on en a eu besoin d'inégalités comme ça sur les distributions gaussiennes sur les réseaux euclidiens et on a vraiment eu besoin d'utiliser à fond des choses très non triviales qu'avaient fait les informaticiens que j'ai mentionnés avant, parce que c'était eux qui avaient la combinatoire adéquate des gaussiennes qui était essentielle à comprendre tout ça. Et donc ça donne au moins une explication, alors ça dépend bien sûr des goûts de chacun, mais sur les propriétés de BS comme une espèce de manifestation qui a une topologie algébrique cachée dans les réseaux euclidiens. Oui, tout à fait. Donc je vais en parler dans une seconde, ça permet de les raffiner un petit peu effectivement. Donc, je vais revenir à la question que tu poses, mais donc j'explique un peu maintenant. Pour faire ça, donc on revient au début, on a besoin de faire de la géométrie des nombres en rang infini. Et il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. Donc, d'abord, c'est quel contexte? Donc on a un E bar, ok, c'est un groupe abélien, mettons dénombrable. Par exemple, pour ne pas s'embêter, on va penser à z puissance n, donc une somme directe dénombrable de copies de z. Très bien, et puis il faut que j'ajoute une donnée qui remplace ma norme euclidienne. Alors je ne vais pas tout de suite dire ce que c'est pour le moment, parce qu'une seule norme, ça ne va pas très bien marcher. Donc je me réserve le droit d'avoir des choses, d'adapter un peu ma donnée euclidienne. Et qu'est-ce que je peux faire? Alors, de quoi est-ce que j'ai besoin pour faire de la géométrie des nombres en rang infini? J'ai besoin de 3 choses. La première chose, c'est que je dois travailler avec des gaussiennes, et je suis en rang infini maintenant. Donc les gaussiennes, bien sûr, on peut toujours mettre une somme de Dirac, et puis voir ce qui se passe. Alors bon, la masse sera peut-être pas finie si on est en rang infini, on peut se dire que c'est pas grave. Mais on a besoin de la transformer de Fourier, absolument. Et donc on a besoin de faire de la théorie de la mesure sur des espaces de dimension infinie, et ça, il faut faire un petit peu attention. Donc c'est bien sûr, c'est pas des mathématiques nouvelles, mais il faut réfléchir, avoir cette contrainte-là. Deuxième chose, c'est que si je veux m'appuyer sur les liens entre les gaussiennes et la géométrie des nombres, il faut que j'ai des estimés qui n'explosent pas avec la dimension, parce que sinon je vais obtenir que des choses triviales. Donc par exemple, l'inégalité de transférence, il y avait quelque chose qui est plus petit que n, il faut absolument que je remplace ça, que je comprenne ce que ça pourrait vouloir dire en dimension infinie. Bon. Et la troisième contrainte, c'est quand même que moi je veux faire de la géométrie arithmétique et qu'il faut que quelles que soient les données que je vais avoir, il faut que je les ai qu'elles apparaissent dans ma vie de géomètre algébriste.
Très bien. Et heureusement, ce qui est la bonne surprise, c'est que pour une certaine valeur de la réponse, on peut résoudre ces 3 contraintes avec la même construction. Et la réponse est la suivante. En fait, quand je pars d'un E, donc mettons Z, une somme d'une infinité dénombrable de copies de Z, je prends une norme euclidienne là-dessus. Bon. En fait, il faut perturber la norme. Il faut remplacer ma norme euclidienne par quelque chose de plus petit. Plus petit au sens, c'est une condition, vous voyez, de Hilbert-Schmidt, d'opérateur Hilbert-Schmidt. C'est la trace relative des carrés doit être finie. C'est-à-dire, autrement dit, ici vous avez 2 normes euclidiennes, elles sont diagonalisables dans une même base, vous sommez la somme des carrés des valeurs propres, vous voulez que la série converge. Ok ? Donc ça, c'est une condition très naturelle quand on fait des espaces de Hilbert, quand on fait de l'analyse fonctionnelle, et j'affirme que ça répond à toutes mes questions. De me dire, je ne vais pas me prendre une seule norme sur mes réseaux, en fait, il faut que j'en prenne plusieurs, avec des conditions de trace. Alors, première chose, si on fait ça, donc vous voyez, je fais ça, je vais peut-être itérer, c'est-à-dire je vais prendre une norme, puis je vais prendre une infinité de normes qui sont toutes Hilbert-Schmidt les unes par rapport aux autres. Ça me donne le type d'espace vectoriel réel que j'obtiens quand je prends des topologies définies par des familles comme cela de normes, c'est ce qu'on appelle les espaces nucléaires. Et ça, c'est les espaces qui sont adaptés, c'est vraiment l'école de Kolmogorov, disons, qui a montré ça, des espaces adaptés à faire de la théorie de la mesure et de la théorie de Fourier en rang infini. Quand on définit le brownien ou le bruit blanc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et le bruit blanc, c'est exactement faire une somme de gaussienne sur toutes les fréquences. Et c'est exactement l'outil mathématique, le type d'espace vectoriel topologique qui apparaissent dans cette théorie-là. Donc ça va me permettre d'avoir de l'analyse de Fourier raisonnable. Bon, moi, j'ai pas besoin de choses très très compliquées, mais c'est ça c'est ce genre de choses qui vont marcher. Ça marche aussi pour les inégalités de Banachik. Quand vous faites ça, vous comprenez ce que doit devenir l'inégalité de Banachik. Alors ici, j'ai une trace. Il n'y a pas d'erreur, ce n'est pas des carrés, mais bon, il faut que j'y tienne. Si je prends 2 traces successives, comme ça, je vais avoir des sommes des traces relatives sans carrés qui vont être finies. L'inégalité de Banachik, elle est vraie, par exemple, si je remplace 2 normes. Donc je prends un réseau, 2 normes sur le réseau, et ça va me relier le premier minimum du réseau et donc ici, je ne suis plus en rang fini, je ne peux pas noter lambda n, mais le plus grand minimum du réseau, donc le plus grand R, le plus petit R tel que j'ai des vecteurs dans R qui engendre l'espace vectoriel, par rapport, et je prends 2 normes ici, je vais avoir le lambda 1 par rapport à une norme, le lambda max du dual par rapport à l'autre norme, et ça va être contrôlé par une trace relative. Et bien sûr, en rang fini, je prends les 2 fois la même norme, la trace relative de l'identité, c'est 1, c'est n, c'est le rang, et donc je retrouve, alors ici pour des raisons un peu techniques, j'ai un 2, mais en fait, cette inégalité est vraie même quand une est beaucoup plus petite, quand le membre de droite peut être très petit. Ça n'apparaît pas, les 2 traces sont égales, donc ce n'est pas très important. Mais on comprend comment faire la géométrie des nombres. Et en fait, c'est un fait expérimental que beaucoup de choses classiques de la géométrie des nombres sont vraies quand on prend 2 normes différentes, en remplaçant toutes les occurrences de la dimension par la trace relative des 2 normes, ou peut-être la trace des carrés, c'est peut-être des cas. Et ça, donc, c'est pour répondre à la question de Pascal, on obtient des choses meilleures, même en rang fini. Parce que même en rang fini, vous pouvez essayer d'adapter les 2 normes à un réseau donné. Dès que le réseau n'est pas très symétrique, en fait, vous pouvez améliorer assez sensiblement certaines inégalités sur les réseaux en choisissant de manière astucieuse la norme prime par rapport à la norme ici pour que ça ne change pas. Travailler un petit peu. Donc ça donne effectivement des choses, même par exemple sur des réseaux assez utilisés en cryptographie, on obtient des inégalités un petit peu meilleures. On contrôle un peu mieux ces choses-là. Donc voilà, ça c'est un théorème, hein. On a eu besoin en tout cas nous de travailler un petit peu pour comprendre ça. Et la troisième chose, c'est je dis, mais il faut que les applications me donnent ça, et en fait, c'est un autre fait de la vie. Quand vous prenez une surface de Riemann ou une variété complexe, vous regardez un compact dedans, vous regardez l'espace des fonctions holomorphes sur ce compact, définition à voisinage de ce compact, ça c'est un espace vectoriel dont la topologie est exactement définie par une famille infinie de normes euclidiennes ou peut-être hermitiennes décroissantes avec cette condition de trace. C'est ce qu'on appelle un dual de Fréchet nucléaire. Et ça, c'est vrai. Et donc, ça veut dire qu'automatiquement, quand je fais de la géométrie arithmétique, si je me prends des topologies qui viennent simplement d'un compact donné dans mon schéma, dans mon objet algébrique défini a priori, j'obtiens exactement un contexte qui me permet d'appliquer de la géométrie des nombres en rang infini. Et donc, c'est un peu, disons, la bonne surprise de cette théorie-là, que les contraintes imposées, que ce soit par l'analyse fonctionnelle ou par la géométrie des nombres ou par la réalité des problèmes qu'on étudie, donnent le même type d'objet
et nous permettre de faire de la géométrie des nombres en rang infini. C'est ça un peu le point. Et voilà, ça, je trouve que, je voulais expliquer comment c'était très lié à exactement toutes ces très très belles idées que les gens qui étudient les réseaux en rang fini ont, et qu'en fait ça marche tellement bien que, une fois qu'on a compris comment faire, ça marche en rang infini. Ce qui ne les intéresse pas forcément eux, mais ce qui m'intéresse. Alors, pour finir l'exposé, je voudrais donner un théorème qu'on a démontré. Donc, je vais donner un cas très particulier, mais je pense qu'il n'est pas connu même comme ça. Et donc, le théorème qui m'intéresse, c'est l'analogue du théorème de Stone-Weierstrass. Donc, Stone-Weierstrass, la première version, c'est vous avez une fonction continue sur l'intervalle 0,1 et elle est limite uniforme de polynômes. Très bien, c'est pas très difficile. Alors, la deuxième chose, maintenant, vous prenez un intervalle de R, peut-être pas 0,1, mais prenons un intervalle de R arbitraire. On prend une fonction continue, on se demande si elle peut être limite de polynômes à coefficient entier. Ça, c'est un autre problème relativement classique qu'on pose parfois à nos étudiants. Et il y a une contrainte évidente, si on y réfléchit, c'est que si vous avez un point entier dans votre intervalle, il faut que votre fonction prenne une valeur entière pour être limite de polynôme à coefficient entier. Et c'est un fait que c'est essentiellement la seule condition. Ce n'est pas tout à fait trivial, mais c'est quand même vrai. Ça reste élémentaire. Alors je voudrais faire une version holomorphe de cette chose-là. Et donc je suis dans C maintenant, je prends un compact. Alors je l'appelle K égale K bar, c'est-à-dire qu'il y a un invariant par conjugaison complexe. La barre, c'est juste ici, il y a toujours ces problèmes de notation, mais K est invariant par conjugaison complexe, c'est plus pratique. Je prends un compact et j'ai besoin de contrôler sa taille. Donc la notion de taille qui va m'intéresser, c'est celle qui vient de la théorie du potentiel, c'est la capacité de K. Donc c'est une version, c'est pas la mesure de K, mais c'est celle qui intervient en théorie du potentiel, c'est la charge maximale qu'on peut mettre sur K à potentiel fixé. Ça mesure la taille de K. Par exemple, je vais prendre un disque, si K c'est le disque de centre 0 de rayon R, la capacité c'est R. Si c'est plus compliqué, c'est plus compliqué. Alors, premier théorème, alors ça c'est pas du tout un théorème qui vient de nous, c'est un théorème de Fekete de 1923. Dans ce cas-là, vous regardez les anti-algébriques qui sont dans K, qui sont non seulement dans K, mais dont tous les conjugués sont dans K. Ok, ça, il y en a qu'un nombre fini. Ça, par exemple, il y a une version que vous connaissez peut-être. C'est très lié au théorème de Kronecker. Si vous avez un anti-algébrique dont tous les conjugués sont de norme 1, alors c'est une racine de l'unité. C'est ce genre de choses. Donc ça, c'est une version dans un compact un peu arbitraire. Très bien. Alors maintenant, le Stone-Weierstrass que je veux démontrer ici, c'est la chose suivante. Maintenant, vous regardez une fonction holomorphe sur un voisinage de K. Alors, je vais quand même imposer qu'elle soit réelle, parce que sinon, j'ai aucune chance de l'approximer par des polynômes à coefficient entier. Je suppose qu'elle est invariante par conjugaison. Très bien. Et donc, je regarde la condition. Est-ce que f est une limite uniforme d'éléments de z crochet x? Donc, limite uniforme sur un voisinage de K. Sinon, les problèmes sont triviaux. Eh bien, ça, c'est la même condition. Vous réfléchissez. Quand vous avez un anti-algébrique dans K, vous allez avoir nécessairement que la valeur de f en alpha est entière. Pour la même raison, c'est limite d'entier. Et sauf que là, c'est des fonctions holomorphes, donc non seulement la valeur de f va être entière, mais en fait, par la formule de Cauchy, la dérivée de f en ce point-là va être entière, puis tout le développement en série entière. Ok? Et ce que j'affirme, c'est que c'est une équivalence. Et je pense, donc voilà, donc dit comme ça, c'est peut-être un petit peu anecdotique, mais c'est une illustration du genre de choses qu'on peut faire. Alors, je voudrais commenter, avant de finir, le genre de mathématiques qu'il y a derrière ça et en fait le contexte. Sur un voisinage de K non spécifié, c'est une topologie. C'est la topologie en fait des fonctions holomorphes sur K. Alors la finitude, comme je disais, c'est un théorème de Fekete. Peut-être je peux expliquer s'il y a un bout de mon énoncé qui n'est pas clair. C'est un anti-algébrique. Les anti-algébriques, c'est la racine de polynômes à coefficient entier unitaire. Parce qu'évidemment, des nombres algébriques, il y en a une infinité. Enfin, pas tout le temps, mais... Donc voilà, donc le point c'est la condition d'intégralité. Par exemple, c'est A plus IB avec A et B entiers. C'est quand même une condition d'intégralité, c'est pour ça que les nombres se repoussent un peu. Mais le point c'est que c'est un anti-algébrique de degré arbitraire. C'est très facile de voir qu'il n'y a qu'un nombre fini d'entiers d'éléments de Z ou de Z crochet dans K, puisque K est compact. Mais si je m'autorise tous les anti-algébriques, là je peux en avoir plus, et j'en ai quand même pas beaucoup. Donc la finitude était déjà connue. Alors le point c'est de faire de la géométrie d'onde sur Z crochet X. Vous voyez, vous avez Z crochet X et des topologies là-dessus. Et la condition sur la capacité, c'est exactement une condition sur la finitude de H1. C'est une condition cohomologique. Donc, il faut faire un calcul pour comprendre que la capacité est reliée aux mesures gaussiennes sur Z crochet X. Donc ça, il y a quelque chose à faire. L'autre chose aussi, c'est que ici, je vais donner un énoncé entre guillemets élémentaire avec C.
Mais un autre point de notre méthode, c'est que ce théorème il est complètement général. C'est-à-dire, ici, C, vous pouvez le remplacer par n'importe quel, mettons, schéma affine défini sur Z en dimension quelconque. Et, alors, il faut comprendre, la condition de capacité, elle va s'exprimer en termes de mesure gaussienne. Il y a plusieurs façons de l'exprimer dans ce qu'on veut faire. Le théorème de finitude est toujours vrai, et ça, je pense que le théorème de finitude est connu qu'en dimension 1. Et le théorème d'approximation est aussi toujours vrai. Et pour des raisons un peu formelles, si vous allez faire ça pour tous les schémas sur Z, vous savez faire ça sur tous les corps de nombres aussi. Je pense qu'il n'existait pas non plus de moyen de travailler sur des corps de nombres plus généraux. Et le point, c'est que la méthode de géométrie des nombres et les identités dont on a besoin, elles sont extrêmement flexibles. Et en fait, voilà, on réalise un tout petit bout de faire de la topologie algébrique dans ce contexte-là. Et donc, c'est très insensible à des considérations de dimension ou de géométrie très précises. Voilà, je vous remercie. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, c'est équivalent à ça, mais si tu veux, tu vas dire que tu es dans C puissance n, et oui, c'est exactement ça. Donc, c'est les points entiers. Donc, une autre façon de le dire, c'est les points entiers, c'est les morphismes, Donc, la façon dont il faut y penser, peut-être, c'est dans cette situation fibrée, c'est les courbes. Donc, les points entiers correspondent à des courbes. Donc, on est en train de penser dans une situation relativement affine, où on n'a qu'un nombre fini de variétés de dimension compactes dans l'espèce d'espace total sur la compactification. Donc voilà, mais là, concrètement, ça veut exactement dire ça. Toutes les coordonnées des points sont entières. Mais évidemment, ce qui se passe dès qu'on fait, par exemple, un peu de théorie du potentiel, on s'aperçoit que la géométrie de cas du point de vue de l'analyse complexe devient très très compliquée dès qu'on n'est plus en dimension 1. Et en fait, ça, quelque part, c'est pas apparent avec nos méthodes. Ah oui, absolument. Absolument. C'est des généralisations de ça. Donc, effectivement, il y a un θ dans H0θ, H1θ, parce que les fonctions BS, en fait, c'est des fonctions. Donc, quand on a un réseau, on a les fonctions θ du réseau, qui est la fonction BS appliquée à 0, essentiellement. Et on regarde le shift de la fonction θ, on décale le réseau. Et oui, donc absolument, c'est lié à ça, et c'est même lié. Donc, les inégalités, les égalités formelles sur les fonctions θ sont très liées aux inégalités, aux égalités sur les fonctions θ associées à des variétés abéliennes aussi, puisqu'il y a un réseau dedans. Donc, oui, tout à fait, c'est complètement raccord avec la théorie classique des fonctions θ. Le point, c'est qu'on regarde. Vous voyez, souvent, on regarde. Il y a beaucoup de choses. Il y a toute une partie des fonctions θ liées aux formes modulaires. On regarde des réseaux entiers, où en plus, la norme euclidienne prend des valeurs entières. Donc là, il y a énormément de propriétés très profondes des fonctions θ elles-mêmes. Et là, la fonction θ, c'est pas une forme modulaire, c'est rien du tout. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même toute cette. C'est vraiment un analogue, notamment des fonctions θ sur les variétés abéliennes. Donc oui, tout à fait. Il y a un cercle d'idées lié à ça que je parle. Bon, est-ce qu'il y a encore une question ou on a un peu dépassé déjà? Mais donc on te remercie énormément. Merci beaucoup.